Bonjour à tous et merci d'être là. Alors pour ceux que je ne connais pas, je me présente, je m'appelle Olivier Bonin. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien, je m'appelle Olivier Bonin, je suis le fondateur et dirigeant de Goodbye Media, qui est une agence de conseil en stratégie média et digitale. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'échanger ensemble sur la place de la data dans votre stratégie de communication, autour d'un atelier qui va durer une quarantaine de minutes et sur lequel il ne faut pas hésiter, je dirais, en fin d'atelier à poser des questions pour que ça soit le plus interactif possible. Pour démarrer, je vous propose une question, de répondre à une question. Quel est le point commun entre toutes les personnes ici présentes dans la salle? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Bon, vous m'avez l'air un peu timide. Alors je vais tâcher de vous aider. Ce point commun, c'est que vous êtes tous ici. Alors là, vous allez dire, waouh, il est visionnaire. Plus sérieusement, si vous êtes ici, c'est qu'on vous connaît déjà un peu. Et de vous, on connaît quoi? On connaît certaines informations, on connaît votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone. On connaît la région dans laquelle vous venez, votre société, vos centres d'intérêt professionnels. On sait si vous êtes client Goodbye Media ou pas. Attention. Donc concrètement, vous êtes déjà un peu fiché. Tout ça pour introduire le sujet qui nous anime aujourd'hui, la place de la data dans la connaissance client que vous pouvez avoir de vos clients ou de vos prospects d'ailleurs. Dans un parcours d'achat qui se complexifie avec une diversité des devices qui est de plus en plus riche, une multiplication des points de contact de plus en plus forte, et ce qui devient, je dirais, un sujet réel pour les web marketeurs, pour les marketeurs tout court, pour les web marketeurs qui ont comme objectif, eux, d'unifier la data, d'unifier la connaissance du client, du consommateur, tout au long du parcours d'achat. Et on voit bien que ce parcours d'achat, il se complexifiait. Donc, comment unifier cette data tout au long du parcours d'achat? Comment mieux connaître nos clients, nos prospects, pour faire en sorte de mieux les adresser? Des clients plus exigeants, où on s'aperçoit qu'il est de plus en plus difficile d'adresser, je dirais, nos messages au travers de dispositifs dits de masse, donc qui demandent des plans de plus en plus tactiques, de plus en plus fins. Et tout ça va très vite. Alors ça ne fait que commencer. Je pense que tout le monde a en tête l'explosion de la programmatique. On a assisté cette année à une explosion de ce levier de manière très très forte. Juste pour information, on est sur un niveau de croissance en termes d'investissement publicitaire à plus 42% versus N-1. Donc on est vraiment sur un niveau de croissance sur ces leviers qui sont très très forts. On a l'essor des objets connectés qui est réel. Aujourd'hui, ces objets connectés nous donnent accès à un niveau d'information de nouveau genre. On peut connaître la température intérieure de votre maison. Pour les sportifs, on peut connaître votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous avez fait aujourd'hui. On peut avoir accès à la vitesse de votre véhicule à un instant T et à un endroit très précis. Autant d'informations qui viennent enrichir la connaissance du consommateur de notre côté. D'autres nouveautés qui peuvent arriver sur le marché. Demain, on assistera à la télé programmatique, la TV programmatique, qui sera un réel sujet, qui sera, je dirais, qui va amener à un niveau de connaissance très intéressant sur un levier qui est aujourd'hui dit de masse, que l'on adresse aujourd'hui, mais avec un niveau d'information qui n'est pas celui de la programmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, deux téléspectateurs d'une même région, dans une même ville, qui regardent une même chaîne à un même créneau horaire, pourront avoir deux écrans publicitaires distincts. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas de la même famille ou de la même cible média. Donc on pourra adresser de manière personnalisée, en télé, un message publicitaire. Ce qui sera un marché assez colossal. On l'estime aujourd'hui en France à plus de 200 millions d'euros
en termes d'investissement le jour où la TV programmatique sortira. Donc autant vous dire que beaucoup l'attendent. Et beaucoup le redoutent. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'il est recommandé d'être dans une stratégie média de plus en plus fine, de plus en plus tactique. Tous les médias se dirigent vers ça. Que l'enjeu qu'on peut partager aujourd'hui, c'est l'utilisation de la data de manière la plus intelligente possible. Donc pour ça, il faut l'acquérir, il faut la travailler, pour rendre, je dirais, vos stratégies de communication plus pertinentes, plus performantes. Comment? En mettant donc la data au cœur de votre stratégie de communication, au cœur de votre stratégie média. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi? Pour mieux qualifier votre audience, qu'elle soit on ou offline. Pour mieux comprendre le parcours client. Souvent de fois, on a des clients en face de nous qui connaissent bien sûr leur métier, qui connaissent bien sûr leurs produits. Est-ce qu'ils connaissent parfaitement leur parcours client? C'est pas toujours si évident que ça. Pour prédire, la data nous permet de prédire certains comportements, clients ou prospects, enrichir l'expérience client, délivrer des messages personnalisés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un des enjeux, optimiser vos investissements publicitaires par un meilleur arbitrage. L'arbitrage, la meilleure décision d'investir sur un tel ou un tel levier à telle période, de telle ou telle manière, est une manière d'optimiser vos investissements publicitaires. Et enfin, d'améliorer l'expérience client. Alors, les clés d'une bonne stratégie data, c'est quoi? D'abord, on va s'intéresser au type de données. Aujourd'hui, on dispose de différents types de données qui sont catégorisées en 3 parties. Donc la first party, qui est la donnée propre à l'annonceur, dont il est propriétaire, souvent issue, je dirais, de son site internet, de programmes de fidélité, de newsletters auxquels le client s'est inscrit. Donc, il en est propriétaire. Globalement, il peut adresser pas mal de sujets de manière assez facile. La seconde partie, issue de programmes et dans le cadre de partenariats de business. Donc là, vous récoltez de l'information et de la donnée sur vos clients, sur vos prospects, mais issus de partenaires spécifiques. Et enfin, les données externes fournies par des prestataires externes de type broker de données. La first party. Autre type de données, les catégories donc déclaratives. On peut avoir accès à de la donnée déclarative, donc la sociodémographique, âge, genre, catégorie socio-professionnelle, très bien, tout le monde connaît ça. Comportementale ou contextuelle, qui sont liées à quoi? Qui sont liées notamment à votre navigation. Sur quel site allez-vous? Comment vous vous comportez en termes de navigation sur votre flux d'informations, sur les sites que vous allez fréquenter, sur les requêtes que vous tapez au quotidien. Ça, c'est une donnée qui est déjà très intéressante. On peut en déduire si vous êtes intentionniste ou pas sur certaines choses. Et enfin, géographique. Géographique, mais pas que lié à l'habitat. Géographique lié à l'habitat, à votre zone de travail ou encore à vos zones de shopping. L'enjeu de tout ça, c'est de construire, je dirais, un cercle vertueux basé autour de 3 axes. Le premier va être la collecte et la consolidation des données. Alors, comment collecter? On peut collecter autour de données dites offline ou online, autour de programmes de fidélité, d'outils CRM, ERP, auprès de factures, qui est une donnée intéressante. Une facture correspond à un code correspond à un nom client, donc c'est une donnée à apprécier, à un achat, à une souscription en ligne, centre d'appel, les beacons et d'autres leviers. Sur la partie online, sur vos sites internet, sur les applications, sur les plateformes partenaires. Très bien, donc récolter la data. Une fois que la data est récoltée,
On va donc la consolider. On a une multiplication des devices, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez un plan de communication qui est construit autour de multiples supports qu'on va adresser avec, pourquoi pas, un système de tracking support par support, numéro de téléphone, email le traqué. L'enjeu est vraiment de récolter cette donnée à chaque fois et d'avoir le plus de données possible, levier par levier. Ensuite, mettre tout ça dans un checker avec un outil Analytics, une data mart, qui, elle, va donner de l'intelligence à cette donnée, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et pour en sortir, je dirais, des notions plus fines, on va prendre un exemple qui trop souvent est déjà oublié dans beaucoup d'entreprises. Est-ce que j'ai un distinguo dans mon plan de communication entre mes clients et mes prospects? Alors ça peut paraître basique, voilà. Est-ce que au sein de votre communication, vous dissociez le message que vous adressez sur vos clients, vos prospects? Un plan dit PRM, un plan dit CRM. Deux stratégies vraiment distinctes. On verra l'enjeu tout à l'heure. Deuxième étape, le traitement intelligent de la donnée. Donc une étape qui est cruciale, qui va permettre, au travers d'outils, de plateformes qui existent sur le marché, des solutions technologiques qui vont permettre de mettre cette donnée, de la travailler et de donner du sens à la donnée. Donc là, l'algorithme va faire le job, si je peux parler comme ça, va permettre de croiser de la donnée, de la consolider. Le machine learning, qui est l'outil auto-apprentissant de la donnée, faire en sorte que dans le temps, on connaisse de mieux en mieux nos clients, nos prospects. Autant d'éléments qui feront que vous connaissez mieux vos clients, que vous connaissez mieux votre marché, que vous connaissez mieux vos prospects. Et enfin, l'activation, qui est une étape cruciale. L'activation, c'est quoi? C'est ce qui va permettre notamment de mettre les bénéfices de toute cette stratégie en place et de nourrir la stratégie data que vous venez de déployer. Donc concrètement, elle répond à des objectifs clients, mais qui se traduisent sur une utilisation de la donnée, et donc comment j'adresse à un client en gérant la pression publicitaire dans mon plan média. On sait aujourd'hui que, je dirais, communiquer de manière très massive, on est face à un univers d'infobésité, on en parle, tout le monde reçoit bien trop de mails, bien trop de SMS, tout le monde a trop de contacts publicitaires. Votre enjeu, c'est de gérer ça. Faire en sorte de toucher la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Tout le monde connaît ça, maintenant comment on le fait? Et c'est bien la data qui va permettre de solliciter votre contact, mais de manière mesurée. On sait que la gestion de la pression publicitaire, elle est de plus en plus importante. Avec un ciblage plus fin, et ce qui va permettre d'augmenter les chances de succès de vos campagnes. Un exemple, il y a encore quelques temps, les stratégies d'emailing étaient faites de manière très massive. On imaginait que d'acquérir ou d'acheter une base avec des quantités d'emails était suffisante. Donc on adressait des messages, on bastonnait en termes d'emailing, et on s'apercevait que c'était très peu ouvert, que ça ne transformait pas, que la délivrabilité était mauvaise, et au final que on avait même des systèmes de notation qui venaient pénaliser votre score en termes de délivrabilité. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, il faut gérer cette pression publicitaire, il faut être plus fin, il faut être plus tactique. Donc ça, c'est ce qui va toucher à l'activation. Concrètement, je vais prendre quelques exemples, et notamment un exemple qui est connu sur le marché aujourd'hui, mais celui de la programmatique, qui en l'espace de 120 millisecondes va permettre quoi? Va permettre d'adresser un message à la bonne personne, puisqu'on sera plutôt dans une stratégie d'audience planning, on va aller chercher une cible particulière, au bon moment, au bon endroit. Et tout ça avec un coût qui est maîtrisé. Ça, c'est l'exercice de la programmatique. Autre exemple, on va pouvoir parler d'affichage interactif. Élément qui parlera à certains dans cette salle. Mais on imagine ici un totem, affichage dynamique dans un
dans un grand carrefour d'audience que peut être une gare par exemple. Aujourd'hui, au-delà de faire de l'affichage, je dirais, traditionnel, on peut venir mettre de l'interactivité dans vos messages. Faire participer vos consommateurs, vos clients, les personnes qui sont, je dirais, la population en mouvement, pour les sonder, pour les engager dans vos campagnes. Voilà, quelle destination aimeriez-vous, à quel endroit aimeriez-vous aller? Sonder les gens, les engager au travers des réseaux sociaux. Je vote en ligne, j'ai mon vote qui vient se mettre au sein d'un affichage interactif. Autant de stratégies intéressantes et intelligentes qui vont vous permettre de vous différencier. Autre exemple du même genre, faire remonter des flux de réseaux sociaux sur vos campagnes d'affichage. Le tout peut être modéré, naturellement, mais là, on est déjà dans des dispositifs où on va un petit peu plus loin. Des dispositifs qui, lorsqu'on remonte de la donnée, va permettre de récolter là aussi de la donnée. On engage, on obtient de la donnée, ce qui va nous permettre de mieux adresser demain. Un exemple, Drive to Store. Donc j'ai un consommateur qui passe à proximité d'un magasin. On lui adresse, au moment où il ouvre une application, un message personnalisé, une offre promotionnelle, pourquoi pas. On lui indique où est situé ce magasin, et à l'aide d'un call to action, on lui facilite la vie en ouvrant même un Maps pour qu'il se rende compte qu'il est à 300 mètres de ce point de vente, comme par magie. Logique de Drive to Store. Voilà. Des mécaniques qui fonctionnent. Des mécaniques où là, on peut vraiment gérer de manière intelligente la manière dont on s'adresse à nos prospects, à nos clients. On les connaît. On connaît quelles sont leurs préférences de produits, de consommation. On peut leur envoyer des offres personnalisées au moment où ils sont là, pas loin du point de vente. On ferait la même chose de manière généraliste. Peut-être que cette même personne, au lieu d'être à Rennes ce jour-là, il est en vacances en Normandie. Donc là, votre message, autant vous dire qu'il ne sert pas à grand-chose. Une fois qu'on s'est dit ça, un des enjeux, c'est de travailler l'ensemble des leviers en synergie. Et c'est bien les synergies qui vont faire en sorte que votre plan média soit de plus en plus tactique. Alors, en termes de synergie, on peut imaginer les choses suivantes, mais synchroniser vos dispositifs dits offline avec vos dispositifs online. On va prendre l'exemple de la télé, la presse, l'affichage. Faire en sorte que vos dispositifs digitaux de type ads, programmatique, campagne sur YouTube, soient synchronisés avec vos campagnes dites traditionnelles. Vous êtes présent en télé? Est-ce que vous synchronisez vos campagnes AdWords lors de vos présences télé? Donc, un système d'enchères différencié lors de vos prises de parole en traditionnel qui viennent se jouer sur vos stratégies dites online. Autre idée, une gestion de votre pression publicitaire en excluant, notamment dans vos enchères, vos clients avec des bases repoussoirs. Imaginez que vous voulez engranger un acte d'achat sur de l'acquisition client. Il serait peut-être intéressant d'exclure vos clients déjà actifs dans la stratégie de communication que vous allez déployer pour ne pas payer vos clients deux fois. Ils sont déjà clients. Donc, est-ce qu'il faut les activer pour les acquérir de nouveau? Non. Ceux-là, ils sont déjà clients. Donc, travaillez-les différemment et allons plutôt chercher les nouveaux clients en excluant vos bases que vous devez connaître et que l'on va travailler différemment. Synchronisation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Prenons l'exemple de la télé. Synchronisez vos campagnes AdWords durant vos présences télé, pour ceux qui ont la chance ou les moyens de faire de la télévision, ou le besoin tout simplement. Avec, pourquoi pas, une brique un peu plus tactique, que l'on appelle la guérilla, stratégie de guérilla. J'ai un besoin de grande consommation,
J'ai besoin de communiquer nationalement, j'aimerais faire de la télé, mais je n'en ai pas les moyens. Très bien. Pourquoi ne pas surfer sur le bruit de vos concurrents, qui eux sont présents en télé? Mon concurrent bastonne en télé. Je peux synchroniser mes campagnes AdWords en même temps que lui-même fait de la télé. Ça, c'est des choses qui se pratiquent. Faire en sorte de remonter avant lui sur la partie digitale quand lui est présent en télé. Tout le monde ne le fait pas. Et pourtant, ça, c'est super malin. Activation de leviers de type Waze, que tout le monde connaît aujourd'hui, en synergie avec l'affichage et la radio. Croiser ces données-là permet, je dirais, une visibilité et un niveau d'engagement clairement multiplié, enfin, ouais, amélioré en tout cas, quand on synchronise ces dispositifs les uns entre les autres. Tout cela pour vous dire que ces données doivent être un outil d'aide à la décision. Ça doit vous aider dans les arbitrages, donc avec différentes étapes, définition des supports naturellement. Une fois qu'on a défini, les supports, les grandes lignes de son plan média, on va procéder à l'achat d'espace, au lancement, au contrôle, à l'analyse des performances support par support, son optimisation. Et une fois qu'on en est là, on a deux choix, en mode test and learn. On va soit reconduire ce support-là et l'optimiser à nouveau, on peut tester des innovations, ou alors on va l'exclure. Parce qu'on se dit, ben voilà, au regard des tests que je viens d'effectuer, ce support-là n'est pas bon pour mon besoin à moi. Donc une réelle aide à l'arbitrage. Le tout, et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de transformer ces investissements en capital, à court terme, à long terme, d'augmenter la pertinence de vos campagnes et donc leur impact, et à long terme, de transformer ces dépenses en capital, puisque vous allez récolter de la donnée et vous adresserez de manière plus fine. C'est un cercle vertueux, comme on a vu tout à l'heure. Donc plus vous allez récolter, plus vous allez connaître, je dirais, l'audience qui est la vôtre, plus vous allez connaître les consommateurs qui doivent être les vôtres, mieux vous les adresserez. Et à la fois c'est une dépense, puisque cela demande des moyens, mais à la fois c'est essentiel dans le monde qui est le nôtre pour mieux adresser. Deux chiffres pour conclure, entre guillemets, que je trouve assez inspirants. On estime aujourd'hui que seulement 0,5% de la data mondiale serait analysée et utilisée. On est loin. On est loin. Et on n'est qu'au début. Tout en ayant en tête un deuxième chiffre, c'est que ce volume de data sera multiplié par 30 d'ici 2020. Donc on est vraiment au début de cette ère de la data. Tout le monde y sera confronté, personne n'y échappera. C'est inéluctable. Alors, ça ne nous empêche pas de couper les portables de temps en temps pendant les vacances, hein. Mais au quotidien, la data sera au cœur de votre préoccupation et au cœur de l'objectif du marketing. Voilà les éléments moi, que je voulais partager avec vous. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a des acteurs et des solutions techniques sur le marché qui existent, tout à fait, sur lesquels qu'il faut connaître et maîtriser, hein, ce qui est notre métier, et qui nous permettent de synchroniser en effet à la fois des campagnes télé avec des campagnes AdWords ou autres, hein, ou de la programmatique, des solutions qui existent également en radio maintenant, sur des campagnes radio, expérimentées très largement sur le marché français maintenant, et avec un taux de fiabilité qui est estimé à 99% en termes de fiabilité de la solution technique. Ouais.
Comment? Est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus concret sur ces solutions? Oui, alors ce sont des plateformes technologiques, hein, vous souhaitez les noms des plateformes, c'est ça? D'accord. Alors on a des acteurs aujourd'hui comme Olimetrix, Realytics, TVTI, voilà, notamment Admo TV, qui sont les acteurs, je dirais, les quatre acteurs, je pense, principaux du marché, euh, qui de manière isolée ont certainement une limite, mais intégrés dans une stratégie média et consolidés, prennent tout leur sens. Et ils ont un intérêt, si on prend l'exemple de la télé, sur un plan qui se veut un petit peu musclé, multi-régie, multi-chaîne, où là, je dirais, l'enseignement du plan média est primordial. Primordial. Et on a souvent de grandes surprises. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un plan télé se monte d'un point de vue théorique en fonction de certains critères que, que certains auront à l'esprit, mais couverture, répétition, GRP, très bien, au travers d'outils de média planning, mais qui restent, je dirais, au moment de l'étude, entre guillemets théoriques. La différence de ces solutions-là, c'est qu'elles mesurent en temps réel les performances du plan média, permettent d'arbitrer en temps réel sur des vagues qui sont suffisamment étalées dans le temps, et si elles ne le sont pas, pardon, permet d'arbitrer pour les vagues suivantes, tirer un enseignement de la performance du plan média. Et de temps en temps, on a des surprises en se disant que mécaniquement, si je fais un 20h sur TF1, globalement, je dois toucher un maximum de monde. Alors oui, pour autant, est-ce que je touche bien mes clients ou la cible qui m'intéresse? Et quand on arrive à mesurer l'impact de la campagne télé sur la création de trafic de votre site internet, d'en exclure quelle est la part de trafic incrémentale qui est liée à la part télé, là on commence à être dans la finesse. Et on peut aller bien plus loin en se disant, bah, cette partie-là de trafic incrémental, elle vient de TF1 plutôt qu'M6, et elle vient du spot de 13h plutôt que celui de 20h. Là on est déjà dans la finesse. Et peut-être qu'au final, le spot de 20h, de 13h, qui vaut moins cher que celui de 20h, bah, peut-être qu'il est plus intéressant pour vous. Voilà. Donc là, c'est là où je parle d'optimisation et de retour sur investissement, puisqu'on est dans la finesse. Et on est dans le vrai déjà. Est-ce que j'ai été clair du coup? Merci. D'autres questions? Oui. Alors, c'est une bonne question. Euh, j'ai envie de dire, tout dépend du levier utilisé. C'est-à-dire que le test and learn ne va pas être le même sur les différents leviers. Si on prend l'exercice de la télé, on sait euh, par défaut qu'il faut un minimum de temps pour observer les choses. Il y a une courbe d'apprentissage, si je peux parler comme ça, pour comprendre, je dirais, le modèle, le comportement euh, de l'internaute vis-à-vis de la campagne télé. Et il y a une phase d'observation qui est liée notamment à l'outil Analytics ou autre outil de web analyse qui va nous permettre de tirer des enseignements. Donc il y a un minimum de durée, il y a un minimum d'investissement publicitaire pour qu'il soit représentatif, clairement. Il y a un minimum, je dirais, de construction en termes de plan média. J'en parlais tout à l'heure, mais il faut un plan qui soit multi-chaîne, multi-régie, avec un dispositif ayant une pression publicitaire intéressante. C'est-à-dire que si vous avez un plan
et c'est pas une critique en soi, c'est un peu léger, monochaîne, qui peut être tactique à un moment donné, ces outils ne vous donneront que très peu d'enseignements, voire n'ont pas d'intérêt. Donc on est plutôt là-dessus, et pour tirer l'enseignement en temps réel, il faut plutôt un plan qui soit déjà musclé, une vague télé qui soit musclée. Moi je suis plutôt partie prenante de dire que on apprend pour la vague suivante, mais on apprend difficilement sur la vague qui est en cours. Voilà. Ça c'est plutôt notre retour d'expérience à nous, notre croyance à nous, mais qui jusqu'à présent porte plutôt ses fruits. Pardon. Là, vous parlez d'entreprises qui ont les moyens d'investir massivement sur des grands canaux comme la TV ou la radio ou même la presse pour des plus petites structures qui débutent dans cette stratégie-là et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir des canaux nationaux. Est-ce que vous avez des conseils pour construire une stratégie basée sur la data quand on n'a pas les talents forcément en interne? Alors, ça fait beaucoup. Ce que je vous présentais, ce que j'ai présenté, alors on l'illustre mécaniquement par des médias qui parlent à tout le monde, d'accord? Pour autant, je dirais l'enjeu, il est autant valable pour un Coca-Cola que pour une TPE, hein. Et il est peut-être encore plus vrai pour une TPE qui n'a pas les moyens de se tromper, moins que certains. Donc là, je vous rejoins complètement. Et l'idée de récolter la data, elle peut démarrer par des choses simples. C'est ce que je disais tout à l'heure, la mise en place d'un programme de fidélisation, euh, l'analyse, je dirais, d'une base de données. Est-ce que déjà vous êtes dans une démarche avec une base de données client ou pas? Est-ce que vous avez déjà segmenté votre base de données? Voilà. Que représentent mes clients VIP? À quelle fréquence ils achètent? Quel est leur panier moyen? Quelle est la durée de vie de mon client? Peut-être que ce 80-20 sera stratégique et qu'il sera intéressant de communiquer auprès de ces clients-là différemment des autres. Donc c'est de l'analyse quelque part qui peut être assez facile à mettre en place, qui ne demande pas des compétences de DPO hein, en data, mais qui pour autant donne des ratios déjà qui sont super importants. Est-ce que je différencie bien mes clients de mes non-clients? Ce que je disais, hein, ça peut paraître basique, mais finalement, quand on regarde, peu le font. Euh, et, et notamment sur les leviers digitaux qui ont l'avantage d'être assez maîtrisables d'un point de vue budget, que l'on soit petit, moyen ou gros, on a globalement la main sur le budget que l'on souhaite mettre en ads. Donc là, qu'on soit petit, gros ou moyen, le problème il est à peu près le même. C'est plutôt savoir comprendre et mieux adresser. Mais on pourra s'en parler plus en détail, mais aujourd'hui on déploie, nous, de notre côté, des stratégies qui sont à tous les niveaux. Et c'est d'autant plus vrai, je vous rejoins, sur les budgets plus limités et sur les stratégies qui se veulent encore plus fines, quoi. Oui. Alors, je crois que le monsieur... Oui, ouais. oui, très Ouais. rapidement, par rapport à des réglementations nouvelles en fait sur les données personnelles, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Il y a beaucoup de finalités qu'il faut expliquer aux internautes. Et là, on a l'impression qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut, qu'on a beaucoup de données, on n'a que les exploiter. Mais enfin, dans les années à venir, on va devoir être beaucoup plus prudent aussi et être capable d'exposer aux internautes les données qu'on utilise. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ça parce que c'est pas aussi simple, c'est pas open bar. Je pense qu'il y a des choses qui vont être plus compliquées aussi. Et ça va coûter de l'argent de mettre en place des outils en fait pour piloter ces données-là aussi pour les internautes. Ouais, non, mais tout à fait. Je dirais le RGPD ferait l'objet d'un atelier à part entière, hein, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est aussi complexe et un peu obscur encore pour pas mal de personnes. L'objet de la présentation n'est pas de dire que c'est full bar, pas du tout. C'est justement pour ça que je parle notamment des trois niveaux de données, first, second et third party, qui donnent des accès, je dirais, de délivrabilité plus importants que d'autres.
l'idée majeure de tout ça, c'est bien de se dire la data conforme au RGPD, naturellement. Et pour ça, il y a des stratégies à mettre en place. Il y a une réglementation qui existe, qui bouge, qui évolue aussi. Il y a des choses qui s'assouplissent. Mais naturellement, je vous rejoins, il faut faire ça dans les règles, et on le travaille dans les règles en l'occurrence. Oui. Vous avez parlé de segmenter les clients. On voit des logiciels qui font ça de manière maintenant plus fine que nous, les humains, finalement. Comment vous voyez à moyen terme la collaboration entre les logiciels et les humains dans la mise en place d'une stratégie de marketing? Alors, moi, je suis assez partant, je dirais, de l'intelligence partagée, si je peux parler comme ça. Je suis convaincu que il y a des tâches que les outils, les algorithmes feront toujours mieux que nous aujourd'hui, parce qu'elles le feront de manière plus massive, plus rapide et plus juste. C'est indéniable. Aujourd'hui, il y a des choses que les algorithmes font clairement mieux que nous tous, et sans se tromper la plupart du temps. Pour autant, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que dans tout ça, je pense qu'il faut mettre de l'intelligence humaine. Et c'est qu'à un moment donné, on a quand même besoin de croiser l'intelligence de la machine avec l'intelligence humaine. Je vais prendre un exemple qu'on travaille au sein d'une des filiales de MV Group, où on a pas mal de sujets web marketing. Il y a deux solutions aujourd'hui pour piloter une campagne web marketing. Soit vous le faites de manière automatisée, soit vous le faites de manière manuelle avec des gens, des experts qui pilotent. Et notre croyance, c'est de dire que les hommes, de ce point de vue-là, travaillent mieux et plus justement. Et à chaque fois qu'on l'a testé, on obtient des résultats qui sont meilleurs quand c'est un expert qui pilote la campagne. Pour autant, cette campagne, elle est aussi basée sur un outil, la web analyse, qui ne peut pas se faire sans l'outil. Donc c'est vraiment le croisement, je pense, de l'intelligence entre la machine et l'homme qui est plutôt la bonne réponse. C'est un point de vue, et c'est plutôt notre ADN. Mais je pense qu'on en est là, et je pense qu'il y aura toujours de la place pour l'homme, parce qu'il faudra quand même toujours apprécier les choses, les faire matcher, et la machine ne réglera pas tout. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui? Alors, j'ai envie de dire, ça demande de bien comprendre, et ça demande d'auditer certainement, je dirais, votre problématique, hein, votre milieu, votre marché, vos enjeux, votre produit, etc. Et c'est plutôt au regard de cet audit et de la restitution que je pourrais répondre à ça. C'est difficile d'y répondre comme ça, mais ça demande une phase d'immersion, de compréhension pour bien le comprendre. Merci à tous. Bonne continuation pour votre journée. Merci.